Merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel, pour cette très gentille introduction. Chers tous, chers amis, chers collègues, chers publics, je vous remercie d'être ici et de partager avec moi ce moment, ce cours du Collège Belgique, dans la salle où nous, académiciens de médecine, nous réunissons une fois par mois. Donc vous voyez où nous travaillons le samedi matin de temps en temps. Et de partager avec moi le sujet de mon engagement professionnel pendant 40 ans. Alors, l'exposé sont les défis de la recherche clinique en cancérologie à l'échelle européenne. Et il sera divisé en 4 parties. C'est de la simplification. Je vais vous donner des chiffres, les incidences, l'épidémiologie, la mortalité et les progrès. Ça, c'est la première partie. C'est une introduction générale. La deuxième partie sont la recherche. Qu'est-ce que c'est la recherche? Qu'est-ce que c'est la recherche fondamentale? Qu'est-ce que c'est la recherche clinique? Qu'est-ce que c'est la recherche translationnelle, qui est une nouvelle catégorie de recherche? La troisième partie sera sur l'EORTC que je dirige depuis 1991. À quoi sert l'EORTC et qu'est-ce qu'il a apporté en Europe? Et enfin, la quatrième partie seront des perspectives plus personnelles et des analyses sur les défis, mais aussi les grandes opportunités qui existent en matière de cancérologie et de recherche clinique essentiellement à l'échelle européenne. Alors, le cancer reste la deuxième cause de mortalité en Europe. Il est en passe de passer comme première cause. Ce sont des chiffres effrayants, c'est surtout une catastrophe à l'échelle humaine. C'est un diagnostic qui plonge 3 200 000 Européens chaque année dans l'angoisse de la mort et la détresse. Ça, c'est quelque chose que nous, en tant que médecins, nous devons faire face et nous sommes confrontés. C'est les familles de malades et le malade évidemment lui-même, mais surtout son entourage, confrontés à ce diagnostic et à ce qui était, je dis bien ce qui n'est plus une sentence de mort. Donc, si on regarde les chiffres pour l'Europe, en 2012, 3 200 000 personnes seront à faire face à ce diagnostic, avec une mortalité en Europe d'1 300 000. Ce ne sont pas les malades qui ont les 3 200 000 qui vont mourir, parce que les malades survivent bien plus longtemps. Et donc, c'est peut-être un malade qui a été diagnostiqué il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, qui représente cette mortalité par année. La prévalence, donc ça c'est l'incidence. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par an. La prévalence, c'est le nombre de cas qui existent aujourd'hui, peu importe à quel moment ils aient été diagnostiqués, aujourd'hui, l'année passée, ou même des survivants d'il y a 10 ans, ça reste une prévalence donc très importante, 13 millions de personnes en Europe. Les coûts des soins de santé deviennent faramineux et j'aborderai ces sujets tout au cours de la conférence et surtout en dernière partie. Nous devons faire face à une population vieillissante, mais aussi à des coûts de nouveaux médicaments qui sont extraordinairement interpellants. Par exemple, et il est mentionné sur cette diapositive, ipilimumab, qui est un anticorps monoclonal qu'on administre chez des patients qui ont un mélanome. 4 injections coûtent 100 000 $, pour une prolongation de vie de peut-être 4 mois. Il n'y a aucun pays qui va pouvoir maintenir des traitements d'un tel coût, et donc il y a vraiment urgence à réfléchir au coût des soins de santé et à utiliser au mieux les ressources à utiliser en matière de cancérologie. Alors, le cancer est une maladie complexe. On ne va jamais, je vais peut-être vous décevoir au début, mais j'espère vous enthousiasmer à la fin et en cours de l'exposé, on ne va pas vaincre le cancer. D'abord, il existe une centaine de maladies différentes, chaque type de cancer est différent, chaque cellule et chaque patient est différent, et on parlera de la médecine personnalisée, individualisée, etc. Et donc, si nous rêvons tous, ou parfois certains d'entre nous, d'immortalité, c'est parce qu'une de nos cellules, et c'est philosophiquement très intéressant, a trouvé le truc de l'immortalité et se multiplie et envoie des métastases et dissémine. Et cette cellule-là a trouvé le truc de l'immortalité, ce qui nous entraîne des maladies et ultimement le décès.
Il faut savoir que chacune de nos cellules, et nous avons des milliards de cellules dans notre organisme qui se multiplient, qui se régénèrent, la peau, les cheveux, les ongles, mais aussi la paroi du tube digestif, les os, chacune de nos cellules est programmée pour mourir. Et en fait, le cancer, c'est une de nos cellules qui ne meurt pas et qui se multiplie de façon anarchique pour différentes raisons dont on va parler. Le cancer n'est pas une nouvelle maladie. Déjà sous les Égyptiens, dans les papyrus et dans les sculptures du XXe siècle avant Jésus-Christ, on a identifié des tumeurs. Donc ce n'est pas du tout une nouvelle maladie. On l'a aussi trouvé dans des crânes et des squelettes de l'âge du bronze. Donc quand on dit le cancer, c'est l'environnement, c'est la vie quotidienne, c'est le stress, etc. Le cancer a bien été identifié il y a des siècles, y compris par Hippocrate, qui a très très bien décrit le cancer du sein, de manière tout à fait académique. Donc ce cancer n'est pas une nouvelle maladie. Ça reste dans l'esprit du public, et j'espère vous convaincre tout au cours de ce cours, que ça ne doit pas rester une sentence de mort. Pourquoi le cancer augmente? Le cancer augmente pour différentes raisons. Premièrement, le vieillissement de la population. À partir du moment où 60% des cancers sont diagnostiqués après 60 ans, et comme la pyramide d'âge est inversée, c'est tout à fait normal qu'on en diagnostique de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup plus de patients à risque, puisqu'ils sont simplement âgés et que c'est une dégénérescence des cellules. On les diagnostique aussi beaucoup plus précocement. On fait des campagnes de screening, on fait des mammographies, on fait, et on peut en reparler, des tests de PSA, le prostate spécifique antigène, la fameuse prise de sang pour détecter les cancers de la prostate. Et donc, on diagnostique probablement des cas de cancer qui n'auraient sans doute jamais évolué. Donc, il y a aussi une question de balance entre le risque et le bénéfice quand on se lance dans des grandes campagnes de dépistage et de diagnostic précoce, parce qu'on peut parfois faire plus de tort que de bien. Si vous faites des biopsies prostatiques à des messieurs de 80 ans, 80% auront une cellule cancéreuse dans leur prostate. Ça ne veut absolument pas dire qu'il va mourir de son cancer de la prostate. En fait, il n'y a que 1/5 de malades qui ont un diagnostic de cancer de la prostate qui vont mourir de leur cancer de la prostate. Donc, il faut aussi faire très attention quand on se lance dans des techniques de diagnostic et de traitement, parce que tous les cancers ne veulent pas dire maladie extrêmement rapidement évolutive et invasive. La mortalité diminue. On a fait des progrès énormes. Voilà. J'ai été diplômé médecin, j'ai fait mes doctorats en 70, j'ai été diplômé médecin en 74. C'était effectivement dramatique. Vous voyez, la survie à long terme, en cancérologie, le long terme c'est 5 ans. On considère qu'un malade est guéri après 5 ans, et donc, sauf pour certaines tumeurs. La survie à 5 ans en 1970 pour les leucémies des enfants était de 10, elle est aujourd'hui de 90%. Des adultes, elle était de 10, elle est aujourd'hui de 55. Les cancers des os, testicules, vous connaissez tous l'histoire de Armstrong. Breast cancer, c'est aujourd'hui 90% de survie à 5 ans, le côlon 65, Hodgkin. Les seules 2 tumeurs pour lesquelles on n'avance pas sont le cancer du pancréas et le cancer du poumon. Là, franchement, honnêtement, on n'avance pas. Alors, pour la Belgique, quand même, nous sommes en Belgique. Je suis aussi membre du conseil d'administration de la Fondation Registre du cancer belge, puisque nous avons maintenant, on a été l'un des derniers pays à avoir un registre du cancer national dans les 2 parties du pays, francophone et néerlandophone. Et vous voyez, pour la Belgique, c'est 60 000 nouveaux cas de cancer en Belgique chaque année. Et les tumeurs les plus fréquentes, chez l'homme et chez la femme, évidemment le sein, le poumon, on en reparlera, et prostate, poumon, c'est ce qu'on appelle les big killers, les tumeurs les plus importantes et les plus fréquentes en Belgique. Les tumeurs avec le plus de survie, ce que je vous ai montré en anglais, la première diapositive, sont des diapositives de l'Europe, de toutes les statistiques d'Europe, et vous voyez qu'en Belgique aussi, les pourcentages de survie à 5 ans
sont extrêmement élevés pour les thyroïdes, pour les seins, pour énormément de tumeurs. Donc pour beaucoup de tumeurs, y compris en Belgique, on est à plus de 80%. Et c'est quelque chose qu'il faut faire passer comme message, parce que très souvent autour de nous, on entend « mais vous n'avancez pas, tout le monde meurt autour de moi », etc. Mais en fait, on a fait énormément de progrès, pas dans toutes les tumeurs, mais on avance. Par contre, voilà les tumeurs dont je parlais, pour lesquelles on n'avance pas beaucoup, le mésothéliome, le pancréas, le poumon, la vésicule, etc. Je ne sais pas si vous voyez, pourtant c'est super important. Vous voyez quelque chose? Il y a, en fait, sur la courbe, je vais essayer de m'avancer, oui. Non, décidément, voilà. Cette courbe, c'est la mortalité chez l'homme avec des dizaines d'années. Et vous voyez, on diminue la mortalité, ça ce sont des survies en Europe, d'1,8% chaque année. Mais quand on regarde en arrière, ça fait quand même beaucoup. Donc la mortalité chute, quoi qu'on en pense, on avance, on diminue. Et la mortalité pour les femmes aussi. Bien sûr, il faut parler maintenant de morbidité et à quel prix. À quel prix faut-il payer pour pouvoir atteindre cette diminution de mortalité. Par contre, ce que je veux vous montrer, c'est un zoom sur la slide précédente que je vous ai montré, où tous les cancers diminuent. Donc la mortalité par cancer du côlon, de prostate, de poumon, de sein diminue. Il y a une catastrophe, c'est le cancer du poumon chez la femme, où maintenant, d'ici 2 ans, il y aura plus de femmes qui mourront, et c'est déjà le cas en Allemagne et en Angleterre, du cancer du poumon que du cancer du sein. Et ça, c'est la résultante du tabagisme chez la femme après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc les hommes ont commencé à arrêter de fumer plus tôt, au moment où les femmes ont commencé, les hommes ont arrêté. Et donc ça, c'est spectaculaire, parce qu'on voit quand même une augmentation terrible de la mortalité du cancer, liée au cancer du poumon chez les femmes. Mais, comme je vous l'ai montré, pour toutes les autres tumeurs, on a fait tellement de progrès qu'aujourd'hui, le défi, c'est comment continuer à guérir et avoir ces 90% chez les enfants leucémiques, chez les adultes, dans les maladies de Hodgkin, tout en préservant leur fertilité, leur qualité de vie, leur état mental, le fait qu'ils puissent avoir un job, qu'ils puissent avoir un prêt hypothécaire, qu'ils peuvent acheter une maison, etc. Tous des problèmes qui, honnêtement, dans les années 70, ne se posaient pas. Et aujourd'hui, en raison de cette augmentation de survie des malades, se posent des tas de problèmes dont on doit faire face. Un des beaux exemples que je voudrais vous dire, c'est par exemple l'absence de toxicité à long terme chez des enfants leucémiques. Dans les années 80, on voulait à tout prix, évidemment, on le veut encore, sauver tous les enfants qui ont une leucémie. Mais on était extrêmement agressif et on voulait effectivement être sûr qu'il n'y ait pas de récidive. Et une des manières d'éviter une récidive chez ces enfants était d'irradier le cerveau. Parce qu'on sait que c'est un sanctuaire et qu'il y avait des cellules leucémiques qui restaient dans les méninges et que pouvaient générer des récidives. Nous avons fait une étude qui permettait d'identifier des enfants à meilleur pronostic et pour lesquels on n'a pas irradié le cerveau. Et si vous avez pris, ou j'espère que vous le prendrez en sortant, un film, c'est un film que nous avons fait pour les 50 ans de l'EORTC, dans lequel il y a 2 témoignages de patients qui ont participé aux études de l'EORTC, dont une jeune femme qui avait 34 ans au moment du film, qui est ingénieure civile, qui a 3 enfants, et qui en fait a été traitée la première en Belgique, à Gand, dans une de nos études, et où on n'a pas irradié son cerveau, elle n'a pas récidivé, on a bien identifié les groupes à moindre risque, et cette malade enfant a été guérie, a fait des études d'ingénieur civil, a 3 enfants, etc. Donc, c'est quand même aussi pour montrer qu'on a fait des progrès et qu'il ne faut pas rester dans ce schéma de sinistrose, etc. Maintenant, si on a fait des progrès, c'est parce qu'on a fait de la recherche. Et j'ai fini ma première introduction et mes chiffres et mon épidémiologie, et j'entre dans la deuxième partie de l'exposé, la recherche. La recherche fondamentale, la recherche clinique, la recherche de transfert. Alors là, j'aime bien citer une phrase du professeur Tagnon
Isabelle est dans la salle, sa fille, of mice and men, things are much more difficult in men. Évidemment, parce que là, je fais un peu appel à votre sens critique quand vous lisez la presse. En général, quand on a trouvé un gène, identifié un nouveau traitement, guéri une souris, on n'a strictement rien fait pour les 3 200 000 Européens qui se font face au diagnostic tous les jours. Parce qu'il faut faire de la recherche clinique, c'est-à-dire l'implémentation chez l'homme des résultats qu'on a identifiés au laboratoire et ensuite chez les animaux. Donc, faire de la recherche clinique, c'est important aussi. Mais la recherche fondamentale est essentielle. Pourquoi la recherche fondamentale est essentielle? Parce que ça permet de comprendre ce qui se passe à l'échelle cellulaire. Et évidemment, on ne sait rien faire, on ne sait pas traiter de manière intelligente et qu'il n'y ait pas de l'amateurisme ou du Vogelpick, si on ne comprend pas ce qui se passe à l'échelle cellulaire. Et c'est ça la recherche fondamentale. Et donc là, le sens critique, c'est que quand on a découvert un gène ou qu'on a guéri une souris, avant l'implémentation en clinique au lit du malade, ça va prendre 10 ans. 10 ans. Et donc ça, il faut bien réfréner les ardeurs quand on dit qu'on va faire des progrès. Alors, le cancer, maintenant qu'on a fait de la recherche fondamentale, qu'on comprend ce qui se passe à l'échelle cellulaire, qu'est-ce qui se passe en fait? Nos cellules, je vous ai dit, sont programmées à mourir. Ça s'appelle une apoptose, se mettre en apoptose. Ce qui se passe quand la cellule devient cancéreuse, elle ne fait pas son apoptose, elle subit avec le soleil, avec l'alcool, avec des virus, avec du tabac, avec du benzène, avec de l'amiante, avec toutes sortes de choses, des stress. Elle fait des mutations, elle réagit au soleil par exemple, le mélanome. Et on fait tous les jours, des mutations au niveau de notre patrimoine génétique, nos ADN. On mute une cellule, on en fait une petite réparation. On fait 2, 3, 4 mutations, on contrôle, il y a des phénomènes réparateurs au niveau de notre multiplication cellulaire avec nos ADN, et on contrôle la situation. Jusqu'au jour où, paf, une cellule a 10, 12, 15 mutations et on ne contrôle plus, et cette cellule-là est devenue la cellule Princeps, la cellule initiale, anarchique, qui va se multiplier de manière anarchique et qui va développer un cancer. Notre structure de l'ADN, toutes ces connaissances sont faramineuses depuis le XXe siècle. On n'imagine pas les progrès qu'on a réalisés en cours d'un siècle. La structure de l'ADN est connue depuis 1953, c'est Watson et Crick. Il a fallu 50 ans, 2003, pour avoir l'identification du génome humain, donc nos fameux 30 000 gènes. Nous avons 30 000 gènes dans chacune de nos cellules, et les gènes ne sont pas tout. Je vais vous dire que le cancer n'est pas une maladie héréditaire. C'est une maladie génétique, c'est une perturbation de notre patrimoine génétique due à des mutations, mais ce n'est pas héréditaire. Donc il ne faut pas confondre génétique et héréditaire. Alors, on peut penser que 30 000 gènes, c'est énorme. On a identifié aujourd'hui déjà 600 gènes responsables de certains cancers. Tous ces gènes qui ont bougé, qui sont mutés, qui ne font pas leur fonction, qui sont influencés par l'environnement. Et tout ça sont des résultats de la recherche fondamentale. Alors, puisqu'on parle des gènes, moi, je trouve amusant de penser, et pour vous montrer que les gènes ne sont pas tout, la mouche, elle a 13 600 gènes. On est quand même très différent d'une mouche. La vache et la poule, elles ont toutes les deux 22 000 gènes. Donc, de nouveau, tout n'est pas dans le génome. Par contre, le riz, la paramécie et le peuplier, ils ont 40 000 gènes. Donc, pour expliquer que la génétique ne va pas nous expliquer tous les problèmes et nous solutionner tous les cas de cancer. Donc, le cancer n'est pas héréditaire, sauf, il y a quelques familles, 5% des cancers du sein sont des cancers liés à un gène qu'on appelle le BRCA, pour breast cancer, qui a été découvert en 1990, mais vous voyez que c'est récent, 90, c'est il y a 20 ans, par Marie-Claire King, une femme, qui a d'ailleurs été aussi la dame qui a découvert que 99%, je dis bien 99%
de notre patrimoine génétique est identique à celui du chimpanzé. Donc j'espère que je vous ai convaincu qu'il n'y a pas que les gènes, on ne ressemble quand même pas tous à des chimpanzés. Nous avons 50% de gènes identiques à la banane. Autre argument s'il en faut. Et 70% avec la mouche. Donc c'est autre chose que les gènes. Je reviens aux familles. 5% des cancers du sein sont des maladies héréditaires où dans la famille se transmet le gène, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, le fameux BRCA identifié par Marie Clerc-Tig. Et dans ces familles-là, le risque de développer un cancer du sein chez les femmes de cette famille est de 80% et d'ovaires. Et les hommes de ces familles ont énormément de risques d'avoir le cancer de la prostate. Donc les screenings et les modalités d'intervention doivent être différentes. Et donc si une femme a une histoire de sa mère, sa tante, sa soeur, sa grand-mère qui ont soit un cancer de l'ovaire ou du sein, là on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose de familial, mais encore une fois, ça ne représente que 5% de tous les cancers qui existent. Donc ça, c'est pour vous expliquer que la recherche fondamentale est vitale. Et en fait, la pratique médicale, si on voit le patient au milieu du cercle, c'est pour vous montrer que la pratique médicale, ce qu'on fait au lit du malade, dépend de la recherche et vice-versa. Basic Research et recherche fondamentale, je vous ai expliqué. Mais maintenant, avec les biopsies, on peut faire de la recherche translationnelle, c'est-à-dire transférer au lit du malade, grâce à la recherche clinique, des données dans les deux sens. Je me pose une question clinique, je vais regarder la biopsie, je vais faire de la recherche fondamentale et voir ce qui se passe au niveau des gènes, mais aussi j'ai découvert un gène, je vais essayer de trouver via la recherche de transfert comment l'implémenter, l'appliquer au lit du malade à la recherche clinique. Donc les flèches vont dans les deux sens. Mais quand on a fait de la recherche clinique, il faut encore que les autorités acceptent d'approuver, donc une approbation, un enregistrement, soit d'une molécule et d'un nouveau médicament, soit d'une modalité de traitement, et en ce qui concerne le cancer, c'est la chirurgie et la radiothérapie, plus, non seulement il faut une approbation des États membres, il faut un enregistrement par l'Agence du médicament à Londres ou la FDA aux États-Unis, mais il faut encore établir l'économique impact. Je vous ai parlé d'Ipilimumab. Il faut que ce produit soit remboursé, ce qui en Europe, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, en Europe, ce qui n'est pas remboursé n'est pas prescrit. Donc, c'est au gouvernement et aux payeurs et aux social sécurité de savoir où ils vont placer leur argent et comment on va pouvoir faire en sorte de traiter les malades au mieux. Et puis, il n'y a rien de plus difficile que de faire changer un médecin. Quand on a les approbations, il faut encore faire de l'éducation, faire passer le message, le nouveau standard, le nouveau traitement. Et c'est à ça que servent aussi les congrès. Ce n'est pas toujours les congrès d'amusement, c'est aussi les congrès vraiment scientifiques où on est à la pointe de ce qu'on appelle state of the art et où on va vraiment disséminer, et c'est ça que ça sert, à ça que ça sert, la dissémination. Tout le monde ne fait pas de la recherche, mais il faut que les résultats de la recherche soient disséminés pour être implémentés au lit du malade et à aboutir à ce qu'on appelle la pratique médicale. Quand on a compris ce qui se passe à l'échelle cellulaire, on doit bien un jour passer chez l'homme. Donc je vous ai montré le cercle, la recherche clinique. Ça, c'est l'expérimentation humaine. C'est une discipline qui est tout à fait nouvelle. Le tout premier qui a fait une recherche clinique telle qu'on la conçoit, avec une allocation aléatoire de traitement pour comparer les résultats, est un chirurgien écossais, James Lind, qui, en 1747, s'est rendu compte sur les bateaux, c'était un navigateur, que les marins mouraient du scorbut. Qu'est-ce que c'est que le scorbut? C'est une insuffisance de vitamine C. Il a eu l'idée, assez géniale, de prendre 12 navigateurs, 6 groupes de 2,
Et il en a donné à 2 de l'eau de mer, à 2 des citrons et des oranges, à 2 des épices, à 2 du cidre, à 2 du vinaigre et à 2 du vitriol. Je n'aurais pas voulu être ceux-là. Et évidemment, les 2 qui ont eu des oranges et des citrons s'en sont sortis parce que c'était la source de vitamine C, etc. Dans notre jargon de chercheurs cliniciens, on aime bien rapporter, et on célèbre d'ailleurs le 20 mai, c'est la fête du Clinical Trial Day à l'échelle européenne. On a commémoré cet anniversaire et chaque année, dans la DG Recherche de la Commission européenne, le 20 mai, on célèbre le début de la recherche clinique. Mais après, il y a eu un trou noir épouvantable, et ce trou noir épouvantable, il a duré jusqu'après les années de la Deuxième Guerre mondiale. En cancérologie, la recherche clinique est différente dans une autre discipline. Pourquoi? Parce que quand on veut détecter un nouveau médicament, en général, on passe par des volontaires sains. Si on veut développer un nouvel antibiotique ou un antidouleur, on peut passer chez des volontaires sains. En cancérologie, il est exclu de faire de l'expérimentation chez des volontaires sains. Donc, la position et la situation du médecin expérimentateur, du médecin clinicien est tout à fait différente parce qu'il a en face de lui un malade et qui, pour des raisons éthiques, il doit lui donner le meilleur traitement connu aujourd'hui et le traiter avec la meilleure façon possible. Donc, ceci pour vous dire la complexité de monter des recherches cliniques en cancérologie par rapport à monter des recherches cliniques dans d'autres disciplines. Une autre raison pour laquelle c'est extrêmement compliqué, c'est que le cancer ne se traite pas qu'avec un médicament. Si vous avez une infection, on va vous donner un antibiotique. Si vous avez une douleur, on va vous donner une antidouleur. Si vous avez de l'hypertension, on va vous donner un antihypertenseur. En cancérologie, il faut combiner une multidisciplinarité. La chirurgie, la radiothérapie, qui à elles deux guérissent quand même la majorité des patients, et puis la chimiothérapie, l'immunothérapie, etc. Donc, c'est compliqué parce qu'il faut intégrer ce que nous appelons des stratégies thérapeutiques et pas seulement développer un nouveau molécule qui va tout arranger. Donc, c'est dans quelle combinaison, dans quel ordre, la chirurgie, la radiothérapie, une chirurgie extensive ou pas. Est-ce qu'on enlève tout le sein, une partie de sein? Est-ce qu'on irradie la prostate ou est-ce qu'on enlève la prostate ou est-ce qu'on ne fait rien du tout parce que vous allez mourir d'infarctus et qu'il vaut mieux ne pas vous donner des effets secondaires? Donc, toutes ces questions-là sont des questions qui n'intéressent pas du tout l'industrie pharmaceutique et que l'industrie pharmaceutique ne va jamais financer et qui sont essentielles pour le bien-être des malades, pour les finances publiques, pour l'ensemble de la société, pour l'avancement de la science, etc. Donc, il faut aussi se poser la question de qui finance les recherches cliniques, et notamment ces recherches multidisciplinaires qui sont les particulièrement complexes en cancérologie. Il y a aussi les exigences médicales et la difficulté, et ça fait partie des défis européens, c'est que c'est une spécialité dure. Il faut avoir une honnêteté intellectuelle et une rigueur scientifique pour avoir en face de soi un malade et lui dire « vous avez un cancer, on ne connaît pas le meilleur traitement, il y a des études cliniques qui existent, on peut vous traiter soit avec ceci, soit avec cela, ou avec telle chirurgie, ou avec telle radiothérapie. Quand on en aura traité 1000, 500 comme ci, 500 comme là, on aura mieux compris, on fera avancer les choses. » Donc tout ça demande énormément d'énergie, énormément de temps, une infrastructure dans les hôpitaux universitaires, et donc cette rigueur scientifique et cette honnêteté intellectuelle. Et je ne cache pas que moi, j'ai vu ça pendant mes doctorats à Bordeaux, et que c'est exactement cette approche d'honnêteté et de rigueur scientifique qui m'a fait dire je vais faire ça, et je me suis lancée là-dedans. Et c'est pour ça que je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est pour avoir vu ce que j'ai vu pendant mes doctorats. Tout ça pour expliquer que c'est important, le mentorship, donner des idées à des jeunes, donner un enthousiasme, donner un idéal et montrer qu'il y a des choses à faire et des choses intéressantes à faire, y compris en médecine et y compris en cancérologie. Donc il y a aussi le problème de la méfiance du public. En général, les gens ne disent « Ah non, moi je ne veux pas être cobaye ». C'est une erreur magistrale parce que
il est bien démontré que les malades qui sont traités dans le cadre de centres académiques, enseignés, soignés, recherchés, et qui font de la recherche clinique ont cette rigueur et que ces malades bénéficient d'un environnement de peut-être être le premier à être dans un traitement qui est meilleur que ce qui existe aujourd'hui, mais aussi dans un système de contrôle de qualité, de contrôle par les pairs, ce qu'on appelle le fameux peer review. Et donc, c'est bon pour un malade, et ils doivent le savoir, d'être dans un environnement scientifique, rigoureux, où on fait de la recherche clinique. Je vous ai dit que c'était une discipline récente, à part notre fameux James Lind. En fait, si on devait enregistrer et approuver aujourd'hui l'aspirine et la pénicilline, probablement que ces médicaments ne seraient pas enregistrés. Tant les affaires réglementaires et les complexités administratives d'enregistrement de nouvelles molécules sont difficiles. Tout cela résulte des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, évidemment, le procès de Nuremberg, le consentement des patients, ne pas utiliser des volontaires qui ne savent pas leur maladie ou qui ne savent pas ce qu'on leur fait. Mais c'est récent. L'OMS a été créée en 1948, Nuremberg 1947, et il a encore fallu attendre 1961 pour avoir la déclaration d'Helsinki, en fait 64, elle a été commencée à rédiger en 61, mais la mise en application de la fameuse déclaration d'Helsinki, des consentements signés des patients, de l'expérimentation humaine, etc., c'est 1964. 1964, c'est quand même il n'y a pas longtemps, donc c'est une discipline récente, nouvelle, qui élise tous les principes éthiques de la recherche médicale. Puis est venue en 1989 la fameuse loi Hurier en France, qui est un sénateur, qui était néphrologue, et qui lui voulait protéger les volontaires sains pour les cosmétiques, etc., et qui a établi une loi extrêmement rigide, difficile, complexe, etc. C'était très bien pour les volontaires sains. Le problème, c'est que les juristes ont englobé tout ce qui était expérimentation humaine dans le même concept. Et ça a été vraiment l'aboutissement à une catastrophe parce que la Commission européenne a pris le modèle de la loi Hurier, qui partait de plein de bonnes intentions, pour écrire une directive européenne sur l'expérimentation humaine, directive européenne qui a été votée au Parlement en 2001, mise en application au 1er mai 2004, et qui a été une véritable catastrophe, non seulement en cancérologie, mais aussi dans d'autres domaines, et non seulement dans le monde académique, mais aussi pour l'industrie pharmaceutique. La résultante est que 25% d'études cliniques en moins se font en Europe aujourd'hui. Enfin, après avoir beaucoup de palabres, et notamment un symposium que j'avais organisé ici au sein de l'Académie pendant la présidence de la Belgique à l'Union européenne, nous avons été entendus, et je crois vraiment que là on a fait un travail extraordinaire au niveau du monde académique, c'est que cette directive est en cours de changement. On a obtenu du Parlement qu'on la change, ça devient une régulation, et elle est en discussion, en pleine négociation, on va voter au mois d'avril. Tout ça pour dire qu'il faut faire très attention à tout ce contexte, parce qu'on mélange souvent tout dans un même schéma, et l'expérimentation en cancérologie n'a rien à voir avec l'expérimentation des volontaires sains. Pasteur, il a développé tout seul son vaccin antirabique. Aujourd'hui, c'est parfaitement impensable. Or, cette directive, honnêtement, elle n'a pas amélioré ni la qualité de la science, ni la protection des malades. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Et le problème des directives, comme toutes les directives européennes, c'est qu'elles sont implémentées par les États membres. Et donc, chaque État membre l'interprète. Mais chaque interprétation est différente. Ce qui veut dire que pour un promoteur d'essais cliniques, comme je le suis, et d'ouvrir une étude clinique dans 17 pays, 55 hôpitaux, j'ai besoin de 55 comités d'éthique, 17 polices d'assurance, parce que chaque État membre dit « Ah, moi je veux ceci, moi je veux cela », et chacun, il n'y a pas d'harmonisation. Donc, le problème d'une directive, c'est le manque d'harmonisation à l'échelle européenne. Je reviens à c'est le début des essais cliniques. En cancérologie,
La première chimiothérapie, ça a été l'hyperite azotée. C'est quoi l'hyperite azotée? C'est Ypres, c'est le gaz moutarde. En fait, on s'est rendu compte que le gaz moutarde utilisé pendant la Première Guerre mondiale était un chimiotoxique, c'était un agent de chimiothérapie qui faisait tomber les globules blancs des soldats qui mouraient d'infection. Et donc, des hématologistes ont eu l'idée d'utiliser ce gaz moutarde hyperite azotée, d'abord pour traiter des enfants leucémiques et des Hodgkin, et c'est comme ça qu'a démarré la chimiothérapie. Après la Deuxième Guerre mondiale, les premiers essais de chimiothérapie, Hodgkin, leucémie enfant, etc., datent des années 48, 49, 50, etc. J'en viens au développement des médicaments. Donc, les firmes pharmaceutiques veulent développer des médicaments. Les firmes pharmaceutiques ne sont pas des philanthropes, elles ont des actionnaires, elles doivent avoir un return sur investissement. Et donc, on ne peut pas non plus diaboliser les industries pharmaceutiques parce qu'elles sont essentielles. Si nous voulons avoir des médicaments plus performants, vous avez vu qu'aujourd'hui on guérit le sida et aussi beaucoup de cancers, c'est aussi grâce aux médicaments. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une évaluation indépendante de l'industrie, et ça, j'en parlerai quand j'en parlerai de l'ERTC. Mais donc, il faut aussi se rendre compte que quand une industrie commence des recherches, sur 10 000 molécules dont elles espèrent quelque chose au laboratoire, il y en aura une qui aboutira chez le pharmacien. Donc, il y a énorme, ce qu'on appelle un attrition rate, un déchet, une perte énorme à ce niveau-là. Mais en plus, en cancérologie, je vous ai expliqué, il y a les stratégies de traitement, c'est bien les médicaments, mais quand par rapport à la chirurgie, à la radiothérapie, maintenant on fait de plus en plus ce qu'on appelle des traitements néoadjuvants, c'est de la chimiothérapie avant la chirurgie pour diminuer la grandeur de la tumeur et donc diminuer la grandeur de l'extension de la chirurgie et être beaucoup plus performant et moins mutilant. Donc, ne pas enlever tout le sein, ne pas enlever le larynx, etc. Donc, tout ça, la tumorectomie, tout ça sont des bénéfices que l'industrie n'a aucun intérêt à faire. Les partenaires de la recherche clinique, vous les avez, c'est ça la complexité. Donc, il y a évidemment les centres académiques, les hôpitaux, les investigateurs, mais de plus en plus des réseaux nationaux et internationaux, les affaires réglementaires, les comités d'éthique, les agences de médicaments, les agences qui enregistrent les médicaments, les autorités compétentes, les Cancer League, les charités, c'est évidemment essentiel parce qu'elles financent énormément de recherches dites académiques et indépendantes et donc des recherches de stratégie, mais aussi de plus en plus, et ça c'est vraiment quelque chose qui est nouveau et qui est extrêmement bien, c'est faire participer les patients aux décisions qui les concernent et aussi faire un rôle de, je dirais pas de lobbying, mais de voix, notamment au niveau du Parlement européen, pour faire avancer les choses et pour simplifier les choses, pour harmoniser et pour simplifier les choses, et évidemment l'industrie. Alors, la recherche de transfert, voilà, je ne vais pas vous expliquer, mais c'est pour vous montrer la complexité d'une cellule. Il y a 5 ans, on pensait que parce qu'on avait trouvé un gène, par exemple ici, ou quelque chose qui n'allait pas, on allait attaquer d'un côté ou d'un autre côté et qu'on allait tout tuer. Et ça, c'était ce qu'on appelait médecine individualisée, médecine personnalisée, targeted thérapie, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, quand on ferme une porte, on en ouvre 10, et que la cellule, c'est comme un circuit de métro, comme une carte de métro, et que si on bloque quelque part, ben, elle va s'en sortir, elle va aller par un autre chemin, et que de toute façon, elle va arriver à se répliquer si elle a eu ces 15 mutations essentielles pour qu'elle devienne anarchique. Et donc, les grands progrès qu'on pensait il y a 4, 5, 6 ans, en disant ça va être très simple, on va faire une médecine individualisée, personnalisée, on va trouver des médicaments cibles, on se rend compte aujourd'hui qu'en fait on revient aux combinaisons et on va trouver ce qu'on appelle les drivers, donc les mutations qui sont vraiment essentielles et sans laquelle la cellule n'avance pas, tandis qu'il y en a d'autres qui sont des passagers.
et qui ne sont pas essentiels. Et c'est ça la recherche de transfert ou la recherche translationnelle, c'est-à-dire grâce aux cellules de chaque individu, parce que chaque cancer est différent, et qu'on sait aujourd'hui que même dans les groupes de cancer du sein, il y a 10 cancers du sein différents, donc on ne traite pas Madame X comme Madame Y, et qu'il est essentiel d'avoir la tumeur, et qu'il est essentiel de conserver la tumeur. On a même identifié, et ça c'est effrayant quelque part, que quand vous prenez une tumeur, disons de 2 cm, si vous coupez en 4 quartiers et que vous analysez les cellules des 4 quartiers, elles sont hétérogènes. Pire, quand il y a une métastase, la cellule fille n'est pas identique à la cellule mère. Donc la cellule anarchique continue à se développer, à créer des cellules filles différentes. Et donc c'est un moving target, parce qu'il va falloir vraiment identifier malade par malade sa tumeur. Et là, les groupes de patients sont essentiels, notamment vis-à-vis des aspects légaux et réglementaires, parce qu'on a besoin de garder les tumeurs. Et on a besoin de garder les tumeurs pour longtemps et de faire ces analyses qui sont ces analyses qu'on dit de recherche de transfert. Maintenant, inclure de la recherche translationnelle ne fait qu'ajouter de la complexité à tout ce que je vous ai raconté de la recherche clinique, parce qu'il faut les tissus, ça coûte, il faut faire de la qualité de prélèvement, BM c'est biological material, donc c'est la biopsie, c'est la tumeur, il faut faire les tests, il faut qu'on collecte les données, il faut faire un design de l'étude, et tout ça montre qu'en fait on ajoute de la complexité, mais ça permet quand même d'avancer et de comprendre et de ne plus, je dirais, tirer au bazooka sur tout ce qui passe, mais vraiment d'essayer de cibler et de faire ce qu'on appelle la médecine personnalisée, la médecine individualisée. J'en viens à ma troisième partie, les ORTC. Je vais d'abord vous mettre tout ça dans le contexte. Un livre que je crois 100% des rhétoriciens doivent lire, c'est Les Mémoires de Jean Monnet. Je crois que c'est le livre qui m'a le plus impressionné. Le fils d'un vendeur de cognac, à Cognac, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, part aux États-Unis et qui se rend compte que si on veut que l'Europe fasse quelque chose, il faut faire une communauté économique du charbon et de l'acier. Et ce livre, c'est fascinant, mais c'est vraiment fascinant par le nombre d'embûches, d'obstacles. C'est le modèle de persistance et de persévérance pour arriver, avec Schuman, à arriver quand même à convaincre les Allemands, les Français de faire cette fameuse Europe. Donc j'aime bien de comparer ça du rêve à la réalité. On a créé NATO en 1949, cette communauté du charbon et de l'acier, puis l'économique l'IIC, ce qu'on appelait la CEE dans notre jargon, avec le traité de Rome en 1957, et puis enfin l'Union européenne en 2013. Et je crois vraiment que c'était un moment important dans la vie des Européens et qui a généré d'autres rêves et d'autres réalités. Parce qu'au même moment, Henri Tagnon, il était parti aux États-Unis en 1940, il est rentré en 1952. Henri Tagnon revient à Bruxelles et évidemment il a gardé ses contacts aux États-Unis et il se rend compte immédiatement que si on veut faire des progrès en matière de cancérologie, il faudra aussi s'unir. Et c'était ce fantastique enthousiasme européen, cet esprit de coopération d'après la guerre, etc., où chacun avait vraiment cette vision d'une Europe. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir cette vision pour l'Europe. Et en fait, ce qu'il a créé avec un groupe de visionnaires qui était Georges Maté à Paris, qui était Veronesi à Milan, Garatini aussi à Milan, Van Beckom à Amsterdam, c'était de faire de la recherche collaboration en Europe. Ils ont appelé ça initialement le GEK. Il y avait la CEK, mais eux, ils ont appelé ça le GEK, qui était le groupe européen de la chimiothérapie anticancéreuse, en français. En 1968, les Anglais se sont joints, toujours en retard, et ils sont arrivés en 1968, et donc on a changé de nom, et on est devenus les ORTC. Et puis en 1974, Henri Tagnon a créé le Data Center, qui était l'embryon de ce qui est aujourd'hui le headquarter
à Bruxelles, et il s'est vraiment battu pour que ce quartier général de cette organisation unique en Europe reste à Bruxelles. En fait, l'EORTC, ça a apporté deux choses. Ça a apporté la multidisciplinarité. C'était la première fois en Europe que des chirurgiens, des radiothérapeutes et des chimiothérapeutes se parlaient, se mettaient ensemble autour d'une table et discutaient pour élaborer des meilleures stratégies de traitement. Donc, ils ont apporté la multidisciplinarité et l'international, la coopération internationale, évidemment, qui n'existait pas jusqu'à présent. Aujourd'hui, l'EORTC, ça a grandi, c'est un réseau de 300 universités, 2500 cancérologues qui volontairement, sans être payés pour, mais pour la recherche, pour le goût de la science et de faire avancer les choses, décident de travailler ensemble et de faire une seule chose, de l'expérimentation, donc des essais cliniques. L'EORTC n'est pas une organisation de recherche fondamentale, nous n'avons pas de laboratoire, nous n'avons pas de souris ni d'animaux, mais ce sont la dernière étape, l'étape ultime de l'expérimentation humaine chez les malades pour savoir quel est le meilleur traitement pour les malades. Ces réseaux de médecins sont divisés en groupes coopérateurs, donc nous avons 20 groupes coopérateurs, un groupe spécialisé en cancer du sein, un pour la prostate, un pour les leucémies d'enfants, un pour le poumon, pour le Hodgkin, pour chaque type de tumeur, et donc inclut des malades qui signent des consentements éclairés dans des études cliniques pour faire avancer les choses. En ce qui concerne la Belgique, tous les hôpitaux universitaires participent, donc parmi ces 300, et c'est environ 500-600 malades belges chaque année qui participent aux études et qui acceptent de participer à l'EORTC. Donc, vous avez ici la carte du recrutement de patients dans nos études depuis les 12 dernières années. C'est 74 152 patients qui ont accepté de participer, avec 85% qui sont des malades de l'Union européenne, d'autres malades avec des coopérations en Turquie, en Norvège, en Macédoine, et de plus en plus rest of the world, parce que nous établissons des partenariats et des coopérations avec le Canada, l'Australie et les États-Unis, pour la simple raison que, comme je vous ai expliqué, que chaque tumeur devenait rare parce qu'on doit comprendre à l'échelle cellulaire tout ce réseau de métro et tout ce qui se passe, qu'il faut énormément de malades et qu'un pays individuel seul ne va pas avancer, ne va pas faire des progrès. Ce n'est plus possible parce qu'il faut évaluer tous ces sous-groupes de malades. Je vous ai dit, il y a 10 sortes de cancers du sein différents. Donc vous imaginez tout de suite qu'à l'échelle nationale, il est impossible de faire des études qui vont regrouper dans un temps et un délai raisonnable un nombre suffisamment de malades que pour avoir des conclusions suffisamment solides et suffisamment valides. Et donc, pour soutenir toutes ces activités, il y a un quartier général dont le staff est passé de 28 en 1991. Quand je suis arrivée, j'étais seul médecin. Et j'ai tout de suite dit au conseil d'administration qu'il fallait moderniser et professionnaliser et avoir des médecins avec nous. Et nous sommes aujourd'hui 160 chercheurs, des statisticiens, des informaticiens, des docteurs en biologie, des sociologues, des spécialistes en qualité de vie. L'EORTC est probablement un des meilleurs groupes au monde et le plus connu pour nos recherches en qualité de vie, où nous avons développé avec des psychométristes des modules d'évaluation par le patient de sa perception de sa maladie et de ses effets secondaires. Ces modules sont validés dans 36 langues, y compris le mandarin, le croate, etc. Ils sont disponibles et permettent aux médecins de donner ces questionnaires aux malades. On pose des questions différentes si c'est un homme ou une femme, si on a une tumeur cérébrale ou si on a une tumeur de la vessie. Et donc tous ces modules existent et sont utilisés en dehors de nos études EORTC. Elles sont disponibles pour des recherches académiques à l'échelle mondiale. Donc, c'est la seule organisation, l'EORTC est la seule organisation qui organise des essais cliniques pour tout type de cancer dans toute l'Europe, de manière indépendante. Alors, je reviens à l'évaluation indépendante parce que, comme je vous ai dit, il ne faut pas diaboliser l'industrie pharmaceutique, mais nos experts, nos 2500 cancérologues, ils sont au lit du malade, ils voient aussi les développements de nouvelles molécules, et donc, ils sont là pour être à disposition de l'industrie si elle souhaite faire des études en collaboration, ce que nous faisons, et évaluer de manière indépendante. Alors les critères d'indépendance, c'est que contrairement à une firme qui va
si elle veut faire de l'outsourcing et ne pas tout faire chez elle, aller dans ce qu'on appelle un commercial Contract Research Organization, qui est un bureau d'agence de recherche clinique. Quand une firme pharmaceutique veut collaborer avec nous, il faut que notre conseil d'administration approuve le design de l'étude et le concept scientifique. Est-ce que ce n'est pas une étude de similarité ou qui n'est pas très originale ou qui est déjà faite ou qui vise juste à mettre un médicament sur le marché mais sans grand intérêt scientifique? Donc il y a l'impact et l'influence sur le design de l'étude, sur le bras contrôle. Quand je vous ai expliqué qu'on compare un traitement versus un autre traitement, mais il convient que les deux traitements soient évidemment les meilleurs et les plus scientifiquement valides, et ne pas mettre un bras contrôle plus faible parce qu'on est sûr que son médicament va gagner. Donc ça, c'est les critères d'indépendance et d'évaluation indépendante, plus la collecte des bases de données et les bases de données à l'EORTC, gérées par le staff de l'EORTC, analysées par les statisticiens de l'EORTC, publiées, quels que soient les résultats. Ça, ce sont les critères d'indépendance avec lesquels il n'y a aucun problème de travailler avec l'industrie pharmaceutique. Et personnellement, moi je trouve que dans toutes les disciplines, on devrait avoir des évaluations indépendantes. Et l'Agence du médicament et la FDA commencent à réfléchir dans ce sens-là, d'avoir des évaluations indépendantes des médicaments avant leur enregistrement et leur remboursement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des partenariats avec l'industrie pharmaceutique. Alors, l'EORTC a apporté énormément d'un point de vue tumeurs fréquentes. Je vous ai expliqué, il faut des milliers de malades dans une étude pour répondre à une question, mais encore plus dans des tumeurs rares. Je pense à la tumeur du cerveau, à des sarcomes, qui sont des tumeurs rares. Et là, par définition, il faut une coopération internationale si on veut progresser et si on veut avancer. Je vous ai parlé de Georges Mathé quand j'ai dit que M. Tagnon avait convaincu Georges Mathé, Van Beckom, Veronesi, etc. Veronesi, ici je reviens à l'importance et à l'impact de l'Europe. Veronesi est le chirurgien à Milan, grâce auquel aujourd'hui, dans le monde entier, on fait des tumorectomies mammaires. Avant l'étude de Veronesi, on faisait des mammectomies, on enlevait le sein complètement. Donc les progrès, ils viennent aussi d'Europe. Georges Mathé, premier président de l'EORTC, parce que M. Tagnon a été suffisamment malin, il voulait le quartier à Bruxelles et en Belgique, mais il n'a pas été le premier président, donc c'est Georges Mathé, un grand cancérologue français, qui a été le premier président. Georges Mathé, c'est celui qui, en 1957, a le premier au monde greffé 6 ingénieurs qui avaient été victimes d'un accident nucléaire en Yougoslavie, qui les a fait venir à Paris et qui les a greffés, qui en a sauvé 4, pour montrer l'impact de l'Europe sur les greffes de moelle. Ça a été l'initiation des greffes de moelle, c'est Georges Mathé. Toujours le même Georges Mathé a été le premier, en 1965, à guérir un enfant leucémique par une greffe de moelle. Donc il ne faut pas être pessimiste en pensant à l'Europe, parce que l'Europe a vraiment été pionnier, et tous ces visionnaires, Mathé, Van Beckom, lui, il avait guéri les souris leucémiques par des greffes chez la souris. Donc Van Beckom, président de l'EORTC, Mathé, président de l'EORTC, Veronesi, président de l'EORTC, M. Tagnon, tous ces gens, donc, on a eu en Europe des pionniers extraordinaires. Alors en Belgique, la première greffe de moelle, elle a été faite en 74. Donc vous voyez, il y a eu un petit décalage là, entre 65 et 74. La première greffe de moelle en Belgique a eu lieu en 74. Et toujours en Europe, pour quand même faire un cocorico européen, Eliane Gluckman est la première femme au monde qui a fait des greffes de sang de cordon. Donc si aujourd'hui les mamans qui accouchent donnent leur sang de cordon des bébés pour pouvoir mettre ça dans un registre et dans des banques de sang de cordon, c'est parce qu'Eliane Gluckman a fait la première greffe de sang de cordon et a montré qu'on pouvait utilement remplacer des greffes de moelle par des greffes de sang de cordon. Donc il y a quand même des progrès faramineux qui sont faits en Europe. Les computers. Voilà d'où on est parti. En 1970, des cartes perforées
Honnêtement, aujourd'hui, on se demande comment on faisait de collecter les données par papier, de transmettre tout ça. Premier ordinateur, Steve Jobs, 75, mais nous en avions. On randomisait, randomiser ça veut dire allouer les traitements dans les deux groupes de patients, traitement A versus traitement B, par ordinateur en 86. Nous avons été les premiers à avoir Internet et intranet. Tout notre staff en 94 était sur intranet, donc on était tous liés, avec des bases de données qui ont évolué en fonction des besoins, évidemment, et depuis 2000, on fait ce qu'on appelle du remote data entry, c'est-à-dire de la capture à distance, et où on ne doit plus demander au médecin, quand il collecte ces données sur le malade qu'il a traité, de transmettre ça sur papier, et nous de mettre ça de papier en base de données. Tout ça se fait maintenant par voie électronique, et on est en train de discuter l'accès au cloud. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de technologies qui doivent suivre et on a continué à développer toutes ces technologies au cours des dernières années et ça a pris énormément de temps, notamment des technologies informatiques pour les imageries. Maintenant, on peut, grâce à des PET scans, identifier très rapidement, dans le cadre d'études cliniques, si un malade va répondre ou pas à sa chimiothérapie. Jusqu'à il y a très récemment, et ça n'est pas encore 100% répandu, on administrait des traitements médicaux, des médicaments, et puis on voyait si la tumeur diminuait. Mais il fallait 3, 4, 5 cycles, ça veut dire 3, 4, 5, 6 mois, pour mesurer. On avait tous au début des pieds à coulisses, et on mesurait les métastases et les tumeurs des patients pour voir la régression de ces tumeurs. Aujourd'hui, grâce à des PET scans, on peut identifier très rapidement, parce que c'est une analyse du métabolisme de la cellule cancéreuse, voir si le produit va dans la tumeur et s'il va agir. Et donc pour tout ça aussi, on a besoin de plateformes informatiques extrêmement sophistiquées où nous pouvons collecter les PET scans des malades traités dans toute l'Europe et que des radiologues évaluent la régression de la tumeur et la possibilité de continuer ce traitement-là là ou pas, et ou d'arrêter, ce qui est aussi un avantage majeur parce que ça veut dire que si le malade, si on pense que le PET scan ne montre pas d'activité, ben on ne va pas continuer les 4 ou 6 cycles de chimiothérapie et on va arrêter et passer à autre chose plus rapidement. Donc, tout ce mouvement de recherche est vraiment extrêmement enthousiasmant, extrêmement encourageant parce que grâce d'une part à la recherche translationnelle, à voir les biopsies, étudier ce qui se passe à l'échelle cellulaire, voir si la métastase n'est pas la même que le primitif et donc il faut adapter son traitement, plus les imageries et les PET scans, fait que nous espérons et nous pensons que nous allons progresser, mais on ne va pas progresser d'un jour à l'autre et il faut de la patience, de l'humilité et beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de funding aussi pour pouvoir avancer dans toutes ces recherches. Je vous ai parlé des enfants leucémiques. Voilà un tableau qui nous montre toutes les études successives que nous avons effectuées depuis les années 60. Donc je vous ai dit, le RTC a été créé en 62. On a commencé très très vite des études d'enfants leucémiques avec 10% de survie à 5 ans et vous voyez maintenant qu'on arrive. Mais ça c'est pour vous expliquer que c'est un processus long, et où il faut de la patience pour arriver à ce qu'on est. Donc on ne va pas guérir tout le monde tout de suite. Ça c'est un message. Un deuxième que je voudrais vous montrer, c'est les tumeurs rares. Ceci, c'est assez exceptionnel. C'est le GIST. Le GIST, c'est le gastro-intestinal soft tissue sarcome. C'est une tumeur digestive rare. Les sarcomes sont déjà des tumeurs rares. Les tumeurs digestives sarcomateuses sont encore plus rares. Il y a 84 en Belgique chaque année. Donc il est impossible de faire des études sur 3000 cas avec un pays. On a besoin vraiment d'une coopération internationale. Alors, des chercheurs avaient démontré que certaines cellules, ils avaient compris la mutation, ce qui se passait, qui était de travers dans le malade qui avait un GIST, un sarcome gastro-intestinal. Et ils ont eu l'idée d'évaluer un médicament qui s'appelle le Glivec, qui est un médicament qui était développé par Novartis. On a eu la même histoire avec temozolomide développé par Schering pour le glioblastome, la tumeur cérébrale.
Les firmes pharmaceutiques ne sont pas intéressées à investir dans des niches qui sont des tumeurs très rares, où il y a 80 cas, il n'y a pas de marché, donc elles n'ont pas envie. Et parce qu'elles connaissaient la réputation et la valeur scientifique des groupes cérébrales et sarcomes de l'EORTC, où on est vraiment spécialisé dans les tumeurs rares aussi, elles ont été d'accord de nous donner la molécule. Je vous ai dit que c'était une maladie très très rare. Nous avons fait cette étude, 946 patients ayant un gyste ont été inclus dans l'étude en moins d'1 an, ce qui est incroyable. Moins d'1 an pour inclure les malades. Et voilà les résultats. Ça, c'est la survie du gyste, c'est une tumeur terrible, mortelle. Voilà la survie en 36 mois, 10% de survie en 36 mois, avant le médicament. Ça, on a testé 2 doses, 400 mg une fois par jour ou 400 mg 2 fois par jour. Et c'était 2 doses qui étaient similaires. Mais passer en une seule étape, une seule étude, de 10% de survie à 80% de survie, ça on voit, je pense, une fois dans sa vie de cancérologue. Donc c'était une étude extraordinaire. Évidemment, quand Novartis a vu ça, parce que c'est une étude académique, donc ils nous ont donné la drogue, ils nous ont donné un petit peu d'argent pour le quartier général, pour les statisticiens et staff, et puis ils ont dit, on va à la FDA. Alors on a dit d'accord, mais vous allez nous payer tous les coûts. Et donc ils ont repayé tous les coûts comme si c'était une étude d'enregistrement. Mais ils ont eu sur un plateau en argent une étude positive. Si l'étude avait été négative et que le Glivec était là, ben, nous on avait la réponse à notre question. On savait que c'était une porte fermée, il fallait aller autre chose. Mais ils n'auraient pas investi évidemment. Et on a eu exactement la même chose avec le témosolomide dans les tumeurs cérébrales. De nouveau, tumeurs rares. Donc l'intérêt, je vous explique ça, pour vous montrer l'intérêt de la recherche académique indépendante et de grands réseaux européens qui sont capables d'inclure suffisamment de malades rapidement et de convaincre l'industrie quand on pense qu'il y a quelque chose à découvrir. Voilà. Alors, quatrième partie. Donc j'ai parlé des chiffres, j'ai parlé de la recherche, j'ai parlé de l'EORTC. Maintenant je parle perspective européenne, quels sont les défis, quelles sont les opportunités. Les défis, c'est ça. Moi j'ai été parfaitement choquée en août 2011 quand j'ai vu la couverture du Time, The Decline and Fall of Europe. Et ma réponse à ça c'est Keep Europe on the map. Il est vraiment indispensable qu'on fasse tout ce qu'on peut pour maintenir l'Europe. Je vous ai raconté l'histoire, je vous ai dit des choses extraordinaires qui s'étaient passées en Europe. Je trouve qu'il est vraiment essentiel de se bouger et de prendre conscience que le destin des Européens, il est dans la main des Européens et que ça viendra de nous ou ça ne viendra pas. Et donc c'est une nécessité d'essayer de collaborer, de coordonner et de faire... évidemment, il parlait des finances, mais c'est la même chose en sciences, c'est la même chose en développement de médicaments, c'est la même chose dans beaucoup de domaines. Donc, voilà. Alors, un des défis, c'est les budgets. Évidemment, pour faire tout ça, il faut des ressources. J'ai comparé les comparaisons des programmes cadres, un framework programme, les 5 ans, 7 ans. Le budget total, c'est en milliards. Le budget total de la Commission européenne, le budget de recherche, 3 à 6%, le budget de la fameuse PAC, la politique agricole commune, ou la CAP si vous voulez en anglais, mais c'est la politique agricole commune, ça représente 42%, et on en discute énormément actuellement, et les agriculteurs ne sont pas contents, mais ça représente quand même 40% du budget européen total. Bon, il faut que les Européens survivent, il faut s'assurer qu'on ait du blé et des betteraves. Mais quand on regarde la politique agricole commune versus Cancer Research, toujours en milliards, sur 5 ans à demi-milliard, ça augmente tout doucement. Mais ce qui est vraiment choquant, pendant des années, ça commence à diminuer, c'est les subsides au tabac. Donc la Commission européenne a financé l'industrie du tabac, 4 milliards, pendant ce temps-là elle finançait à demi-milliard de la recherche contre le cancer. Depuis 2010, c'est fini.
Mais vous imaginez le nombre d'années pendant lesquelles il a fallu vraiment faire du bruit pour que cette politique agricole commune cesse d'inonder les producteurs de tabac en Grèce, etc. Donc c'était du financement du tabac. Alors, si on veut faire des progrès en cancérologie, pour moi, la plus belle façon, c'est demain mettre le paquet de tabac à 1 000 euros. Hein. C'est extraordinaire, moi je ne comprends pas. C'est un produit qui tue un tiers des consommateurs, qui coûte 5 à 6 euros. Je ne connais pas d'autres produits aussi toxiques qui tuent un tiers des consommateurs et qui est librement sur le marché. Il faudra m'expliquer. Moi, c'est quelque chose que je comprends. Et quand je vous ai montré l'incidence du cancer du poumon chez les femmes, aller aux sorties d'école, voir les collèges et les lycées, les athénées, les petites filles de 14 ans qui fument, et quand je suis dans ma voiture, dans un embouteillage, je regarde autour de moi, toutes les femmes fument. C'est extraordinaire, ou elles se maquillent ou elles fument. Moi, je téléphone. Mais c'est extraordinaire. On a vraiment un rôle d'éducation. Je ne comprends pas cette agriculture du tabac. Et pourquoi? Enfin, en 2010, c'est terminé. Donc, ça, c'est un encouragement. Il a fallu longtemps, mais on y est. Mais si on compare les chiffres d'Europe et des États-Unis, aux États-Unis, on dépense 82 euros par habitant pour la recherche. En Europe, 25. Et ça, c'est médical tout confondu. Et quand on est en cancer, 2,7 euros par habitant en Europe et 17,6 euros aux États-Unis. Donc on ne joue pas dans la même cour de récréation. Mais malgré tout, je vous ai cité pas mal de succès quand même, de success story et de progrès. Donc, nous avons été, et nous sommes toujours financés en partie par le National Cancer Institute américain depuis 1972. C'est prestigieux, c'est bien d'être financé par le National Cancer Institute américain. Mais quand ils viennent nous auditer, ils se disent qu'on fait avec des bouts de ficelle. Le budget du National Cancer Institute américain est de 6 milliards. Le budget de RTC est de 18 millions d'euros. Donc, de nouveau, on n'est pas dans les mêmes échelles, mais malgré tout, honnêtement, on n'a pas à rougir. On fait des études en coopération avec les États-Unis, le Canada, l'Australie, et on arrive. Le système des soins de santé est évidemment tout à fait différent. Mais il faut prendre conscience de ça. Deuxième challenge et perspective européenne, c'est le brain drain. Les jeunes qui partent. Aux États-Unis, 31% de leurs chercheurs viennent d'Europe ou d'Asie et n'ont aucune envie de revenir. 13% des Européens qui sont partis ont envie de revenir. Et ça, c'est vraiment dramatique parce qu'il y a vraiment des rôles à jouer en Europe, de promouvoir dans nos universités des diplômes de médecins-chercheurs, de cliniciens-investigateurs. Pourquoi cliniciens-investigateurs? Parce qu'aujourd'hui, sauf en Angleterre, où le gouvernement a vraiment pris des mesures, moins de 5% des malades sont inclus dans une étude clinique. Or, on ne peut pas dire qu'on connaît le meilleur traitement pour tous les cancers aujourd'hui. Donc, théoriquement, en Angleterre, c'est 20%. Beaucoup de malades devraient participer à une recherche clinique. Mais si on n'a pas des jeunes médecins investigateurs et des gens qui ont envie de passer du temps à faire toute cette lourdeur et cette administration et cette collecte de données et cette rigueur intellectuelle et expliquer à un malade qu'il faut participer à la recherche clinique. Quand on a un malade en face de soi et qu'on doit lui dire vous avez un cancer, on ne connaît pas le meilleur traitement, on peut faire ceci, on peut faire cela, et s'il y a un consentement éclairé, etc., ça prend un temps fou. Donc les directeurs des hôpitaux, ils ne sont pas enclin à encourager cette recherche clinique parce qu'au lieu de voir 20 malades à sa consultation, on va en voir 2, il faut des infirmières de recherche, etc. Donc, ça coûte énormément de faire de la recherche clinique. Et il faut inciter tout ce qui est possible avec une vision, un courage et surtout une confiance en l'avenir pour être certain de former des médecins investigateurs en Europe. Et de maintenir ce rôle qu'on a joué, notamment dans les universités. Je crois qu'il est essentiel d'avoir une excellence scientifique, mais aussi d'avoir le cadre gouvernemental et de la société, économique, légal, et le cadre légal est extrêmement important, et la compétitivité des industries si on veut maintenir l'Europe sur la carte, comme je dis toujours.
Le challenge des universités, entre 1901 et 1950, 73% des prix Nobel étaient à des Européens. Depuis 1950, c'est 33 ou 37%. Donc on chute quand même dans la reconnaissance mondiale. Donc au niveau, et ça c'est un challenge pour les universités, la production scientifique. Les prix Nobel, ce sont souvent des Européens qui partent d'ailleurs, et puis qui ont le prix Nobel quand ils sont là. Et c'est important parce que ce que je dis, c'est qu'il faut éviter que l'Europe ne devienne un musée. Les Asiatiques, les Américains, tout le monde va venir voir Bruges, Florence, Paris, Londres, et on va rester un musée. C'est très bien, mais il y a autre chose. Je pense qu'il y a autre chose à faire que de ne rester qu'un musée. Le problème aussi, c'est le financement, c'est l'esprit de clocher. Tout le monde est eurosceptique, il n'y a plus cet enthousiasme, cette énergie, de monnaie, cette vision de faire des choses ensemble où tout le monde attaque l'euro. Et il y a aussi un esprit de clocher, chacun se referme sur soi, etc. Donc c'est vraiment important. Je vous ai parlé du contexte réglementaire, de la directive. C'est pas fini parce qu'on a une régulation, ça on en est assez content, je pense qu'ils ont bien compris les problèmes. Encore que on peut toujours attendre au niveau du Parlement. Le Parlement, je le félicite parce que je trouve que c'est courageux le fait d'avoir refusé le budget. La semaine passée, ils ont refusé le budget et je trouve que c'est courageux de vouloir un budget de recherche plus innovant, plus performant, je trouve que c'est bien. Mais on doit quand même faire face maintenant à d'autres législations. Je vous ai expliqué l'importance d'avoir des tissus, de garder des tissus, de faire de la recherche à long terme, de voir les tumeurs secondaires. Et nous sommes maintenant confrontés non seulement à la régulation qui sera la législation sur l'expérimentation humaine, mais les lois sur les biobanques, et d'ailleurs ici, dans ce même building, le 17 avril, il y a toute une journée qui est consacrée aux biobanques à laquelle je participerai aussi, qui est essentielle, fondamentale pour pouvoir conserver les tissus, analyser les tissus des malades, etc. La radioprotection, évidemment, mais alors, un autre clou dans notre cercueil, c'est la fameuse Data Protection, Data Privacy. Parce qu'il y a une fameuse commission LIBE, qui est Civil Liberté, Justice et Home Affairs, qui a décrété que les promoteurs d'études cliniques et les bases de données devaient être détruites 5 voire 10 ans après la fin de l'étude. Ça, c'est une nouvelle catastrophe. Parce que d'une part, les malades qui ont donné leur tissu, eux ne demandent qu'une chose, c'est faites tout ce que vous voulez, gardez mes tissus, faites avancer les choses, gardez mes données, faites tout ce que vous pouvez pour faire avancer, surtout si le malade lui-même, dans 20 ans, a une nouvelle tumeur ou une récidive, etc. Si on oblige maintenant les promoteurs d'études cliniques à détruire les données sous des prétextes de vie privée, de confidentialité, etc., toute la recherche que nous sommes en train de monter sur les survivants, parce que maintenant je vous ai expliqué bien en long et en large que les malades survivent, 90% survivent, mais il y a un bémol à ça, 10% font des tumeurs secondaires. Donc il y a maintenant 10% des leucémies qui sont des leucémies secondaires à des cancers du sein d'il y a 20 ans. Pourquoi on a vu ça? Parce que nous avons nos bases de données et qu'on commence à analyser et à voir. Si on nous oblige à détruire nos bases de données après 5 ans, d'un point de vue pharmacovigilance, toxicité à long terme, c'est une perte pour le patrimoine humain, pour la science, phénoménale. Donc je ne peux que crier au secours vis-à-vis des juristes qui sont dans cette Data Protection Privacy, parce qu'en tout cas en matière de recherche, moi je trouve inéthique de ne pas garder les données des malades et de voir ce qui va se passer à 20 ans, parce qu'on ne sait pas les toxicités à long terme. Donc on ne les connaît pas, et si on ne collecte pas, on ne saura pas. Donc c'est gravissime, c'est vraiment gravissime, je ne peux pas le dire sur une autre façon. Parce que toutes ces juridictions, c'est très bien, mais est-ce que ces législations protègent le patient? Je vous ai dit qu'il fallait un consentement éclairé, que les patients signent un document. Nous n'avons pas l'impression d'avoir fait de la mauvaise recherche dans les années 70, 60, etc. J'ai fait collecter la longueur de nos consentements, donc le fameux document que le patient doit signer quand on lui a tout expliqué et qui dit oui d'accord, je rentre dans l'étude clinique.
depuis les années 90 jusqu'à 2011. C'est la médiane, ça veut dire que 50% sont au-dessus. Dans les années 90, un consentement éclairé avait en médiane 3 pages. Donc vous êtes sur votre livre, vous lisez 3 pages d'un jargon assez technique, scientifique, mais quand même mis à la disposition et compréhensible. Aujourd'hui, vous donnez aux patients 12 pages en médiane, ça veut dire qu'il y en a qui ont 24 pages. Moi, je trouve ça parfaitement inéthique de donner à un malade une liste de tout ce qui peut arriver. Vous allez avoir une cicatrice, on vous fait une prise de sang, vous allez avoir un bleu. Donc, on est obligé d'ajouter toutes les listes de tout ce qui peut arriver. Honnêtement, si vous lisez une notice de médicament, vous n'avez plus envie de le prendre. Et donc, si vous lisez ce consentement éclairé, est-ce qu'il protège vraiment le malade? Moi, je pense qu'on ouvre tous nos parapluies, et les compagnies d'assurance aussi. Et donc, mais il a signé son consentement éclairé. Très bien. Bon. Mais moi, je ne trouve pas ça de la bonne médecine, ni de la bonne recherche. C'est vraiment une catastrophe de faire. On vient de revoir notre procédure, et on en arrive à 6 pages avec des annexes. Donc, le malade peut lire 6 pages, ça c'est obligatoire. Signer au bout des 6 pages. Et puis, s'il en veut savoir plus, on a proposé de mettre des annexes et de lire plus s'il en veut. Mais moi, je trouve ça parfaitement inhumain et ça ne protège pas plus ni ça n'améliore la qualité de la science. Mais on est obligé de s'y faire, on est obligé de le faire. Un autre aspect que je voulais aborder avec vous dans les perspectives des challenges et des opportunités, c'est aussi la méfiance du public. On est quand même frappé par l'engouement, et on en parle souvent ici dans cette salle à l'Académie, pour l'ésotérisme, l'obscurantisme, les médecines alternatives, le gui, le millepertuis, etc. Et on sait très bien que, quand même, il y a eu des toxicités phénoménales et des femmes qui sont mortes suite à des tisanes amaigrissantes qui comprenaient de la ristoloche. Elles sont mortes de cancer de la vessie et d'insuffisance rénale. Et donc, quelque part, un malade dit « Ah non, je ne veux pas être cobé », mais des tisanes ou des médicaments ou des poudres de perlimpinpin qui n'ont pas été standardisés, qui n'ont pas été évalués, mais qui sont soi-disant naturels et bio, ça, on les prend à l'aise. Quelque part, moi, je trouve qu'il faut quand même faire attention et qu'on n'avertit pas assez des risques potentiels, et encore moins à long terme, puisque là, on ne sait rien du tout. Sur les batchs, sur les comparaisons de produits, etc. Donc, cette méfiance du public, ça nécessite quand même aussi peut-être un travail de la part des journalistes pour leur expliquer que si d'un côté, on met tant de barrières dans le monde académique, scientifique, qui essaie d'être rigoureux, qui essaie de poser les bonnes questions et qui sont diabolisés, et d'un autre côté, on accepte béni oui, n'importe quoi. Donc là, il y a 2 poids, 2 mesures, et je trouve qu'il y a quelque chose à faire au niveau du public et de responsabiliser la société, c'est important. Je vous ai parlé des coûts des soins de santé, ben là, c'est quelque chose dans lequel nous allons nous attaquer aussi avec notre nouvelle stratégie, c'est d'essayer de parler aux décideurs, aux payeurs, à d'autres types d'interlocuteurs aux soins de santé, pour pouvoir développer ensemble une meilleure utilisation des ressources actuellement disponibles. La santé, ça va coûter de plus en plus cher, les ressources elles sont de plus en plus limitées, et donc il va falloir faire des choix, et il va falloir faire les bons choix. Mais en Belgique, on a quand même, d'une part, on est un pays où on fait énormément de recherche clinique, donc la Belgique est bien sur la carte parce qu'elle s'est toujours distinguée par une grande cohérence au niveau de la recherche clinique et une grande visibilité internationale. On a, nous, au sein de l'EORTC, obtenu un arrêté royal pour avoir des bourses pour des médecins. Donc ça, c'était vraiment quelque chose pour lequel je suis extrêmement reconnaissante à la Belgique. Aussi, une dotation de la loterie pour les loyers. La taxe pour les chercheurs, donc la diminution du précompte professionnel pour les chercheurs. De nouveau, j'ai dû obtenir un arrêté royal parce que je ne suis pas une université, je ne suis pas une industrie. Donc je suis les 2 organismes scientifiques reconnus en Belgique, c'est l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et l'EORTC qui ont des dérogations pour pouvoir avoir l'humidité des chercheurs.
et être reconnue comme une organisation scientifique qui peut faire de la recherche non commerciale. Donc il y a quand même des choses intéressantes et positives à dire sur les décisions qui se passent en Belgique. Alors, un message important, c'est qu'il faut des organismes de recherche pan-européens. Je vous ai expliqué les tumeurs rares, l'importance des budgets, la nécessité d'inclure des malades dans des essais cliniques, mais pour qu'ils soient dans des essais cliniques, il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait des infirmières de recherche, il faut qu'il y ait des data managers, il faut qu'il y ait tous ces centres de coordination. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Notamment l'éducation de la génération à venir, c'est aussi tout aussi important, et le funding qui va avec. Donc il y a quand même des raisons d'être optimiste et d'être serein quant à l'avenir de la recherche en Europe et en particulier en Belgique. Ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que parmi les raisons d'être optimiste, regardons la durée de vie. En 1850, 2 enfants sur 5 mouraient avant 5 ans. 1850. Samuel West, qui s'est fait laver les mains, qui a démontré qu'il fallait se laver les mains, l'hygiène, Pasteur, c'est la fin du 19e. Il y a 150 ans, c'est quand même pas si longtemps que ça, il y a 150 ans, on opérait sans désinfectant et sans anesthésie. Donc, il faut aussi savoir regarder en arrière et se dire, on avance lentement, mais on avance quand même. Et c'est faramineux les progrès qui ont été faits. Je suis convaincue qu'on va continuer à faire des progrès. L'espérance de vie des Romains, c'était 25 ans. Aujourd'hui, une petite fille qui naît au Japon a une chance sur 2 d'être centenaire. Et en Belgique, l'espérance de vie aujourd'hui est de 80 ans. Mais il y a quand même encore des grandes inégalités. Nous sommes 7 milliards sur cette terre et l'espérance de vie en Afrique du Sud est de 49 ans. En Inde, 68 ans, en Afghanistan, 49 ans. Donc, il y a encore des énormes inégalités au niveau de notre population. Tout comme vous avez plus de 2 milliards de personnes sur les 7 milliards que nous sommes qui n'ont pas accès à un sanitaire. Plus de 2 milliards. Et il y a plus de 2 milliards qui sont sur Internet. Donc, vous voyez la dichotomie de notre planète aujourd'hui. Ça porte quand même à réfléchir. Et donc, je pense qu'il faut être optimiste, mais il faut être très vigilant, il faut croire au potentiel des Européens, il y a des ressources disponibles, il faut une prise de conscience du public. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura aucune recherche sur le traitement du cancer qui ne sera aussi rapidement bénéfique que l'abandon du tabac. Ça, c'est quelque chose que je trouve essentiel. Il faut promouvoir la recherche clinique. Et il faut être confiant dans son avenir. Pour finir, je dirais qu'au cours des années d'existence de l'EORTC, plus de 180 000 malades nous ont fait confiance et ont accepté de participer aux études de la recherche clinique menée par l'EORTC. Donc, je crois que c'est un message extrêmement important et c'est surtout un devoir et une responsabilité que nous avons de respecter leur volonté de faire avancer les choses et de continuer et de poursuivre dans ce domaine. Vous l'avez compris, je suis une idéaliste, une européenne convaincue et donc moi je suis fermement décidée à, tant que je travaille, continuer à expérimenter. Et c'est Vézal qui d'ailleurs l'avait dit en 1543, soigner, c'est expérimenter. Je vous remercie. Merci Madame Meunier, c'était un exposé remarquable, très didactique et j'espère que vous êtes tous convaincus de l'intérêt et aussi des difficultés de la recherche clinique. Maintenant, vous avez parlé pendant moins d'1 heure sur la recherche européenne sur le cancer, c'est très peu, je suis certain qu'il y aura beaucoup de questions. Plus qu'une. C'était tellement passionnant. Je suis là, il n'y a pas de problème. Qui se lance? Dominique. Bonsoir. Moi, j'ai une question. J'avais compris, en fait, tu as dit qu'au bout de 5 ans, on était guéri. Oui. Bon, moi, je pensais qu'au bout de 5 ans, on peut considérer que le patient est en rémission.
que la rémission pouvait être en rémission jusqu'à sa mort. Je pensais qu'on ne guérissait pas vraiment la même. Ça dépend du type de cancer. On dit ça pour les cancers du sein, qui peuvent, eux, récidiver 20 ans après. Mais en général, pour les autres tumeurs, on accepte le terme maladie de Hodgkin, leucémie chez les enfants, etc. On accepte le terme guéri. Mais c'est vrai que pour le sein, on voit des récidives à 18 ans. Oui. Une question. Votre second slide montrait en fait le pourcentage de survie à long terme entre 1970 et 2013. Oui. Il y avait deux types de cancers pour lesquels le pourcentage avait très peu évolué. Je me demandais si on savait pourquoi on ne savait pas, quelles étaient les raisons de cette stagnation. C'est multifactoriel comme toujours. C'est cancer du poumon et du pancréas. Alors le pancréas, c'est une tumeur qui est bien logée au milieu de l'abdomen et qui est diagnostiquée en général très tard avec des métastases hépatiques. Et donc c'est un problème de diagnostic. Une femme peut porter un bébé de 3 kg, et c'est comme une tumeur, vous portez bien. Vous pouvez développer une tumeur, une masse d'un demi-kilo dans l'abdomen, elle n'a rien à voir. C'est la même chose pour les ovaires en fait. On diagnostique très souvent, très tard, parce qu'il y a de l'espace et que donc la tumeur peut grandir et qu'il n'y a pas trop de phénomènes initiaux. Donc c'est souvent un diagnostic tardif. Peut-être aussi on ne comprend pas tout ce qui se passe au niveau des cellules, ça c'est pour le pancréas. Poumon, c'est la même chose. Vous pouvez avoir des masses de 3 cm et respirer parfaitement et faire du jogging. Donc vous n'avez pas de symptômes. Vous voyez, si vous avez une hémoptysie, ça veut dire cracher du sang, là, c'est, je dirais, une chance parce que peut-être qu'on va vous diagnostiquer plus vite. Mais il y a des tas de cancers du poumon qui sont diagnostiqués avec déjà énormément de ganglions dans le médiastin, donc c'est la région entre le cœur et les poumons, et c'est inopérable. Donc c'est très souvent la résultante d'un diagnostic tardif. C'est-à-dire quand la tumeur, on dit que quand on diagnostique une tumeur, elle est déjà là depuis 5 à 7 ans. Donc une tumeur ne se développe pas en 3 semaines ni en 2 mois. Ça dure très 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 longtemps, c'est des années au moment du diagnostic. Oui. Donc le phénomène du dépistage, pour certaines tumeurs, oui, mais on ne sait pas nous couper en petits morceaux et nous mettre dans un scanner tous les mois. Et on est en train de faire des études de scan chez des fumeurs ou chez des anciens fumeurs pour voir si on peut, par CT scan, essayer d'améliorer le diagnostic du cancer du poumon. Ce sont des études qui sont en cours actuellement. Oui, il y a évidemment le coût qui est lié et que tout reste une question de coût-bénéfice et de bien savoir s'il ne faut pas non plus nuire parce qu'il y a beaucoup de dépistages qui, en fait, diagnostiquent, qui mènent à des techniques agressives d'explication pourquoi il y a quelque chose et qu'en fait, c'est rien du tout. Et donc, ça crée aussi de l'anxiété, des coûts, une morbidité. Donc il y a une balance entre, il n'est pas écrit cancer sur votre scanner, et donc il y a une balance entre est-ce qu'il faut être plus agressif et être invasif et faire des examens complémentaires, au risque de nuire aussi. Il y a des dépistages, la prostate est un magnifique exemple parce qu'on fait du PSA, puis le PSA augmente, et puis on ne sait pas ce qu'il faut faire, et quand on fait une biopsie, vous risquez une septicémie. Pour une biopsie négative, c'est quand même gravissime ça. Et alors, vous avez une biopsie positive et on ne sait toujours pas ce qu'il faut faire. Donc, oui. La PSA peut augmenter, d'ailleurs, si quelqu'un a fait du vélo. Enfin, évidemment, c'est non spécifique. Non, mais absolument, pour des infections, un virus qui passe. Tout à fait. Tout à fait. C'est actuellement toutes ces méthodes de détection précoce. Oui, aussi. Pardon, excusez-moi. J'ai une question. Quand vous dites qu'un cancer du sein peut récidiver 20 ans après, comment sait-on que c'est une récidive et pas une nouvelle tumeur? Parce que vous avez dit, une tumeur en effet met des années, mais typiquement vous avez dit 5-7 ans,
vous avez une dizaine d'années en tête, un facteur de près. Il y a les deux. Donc 20 ans après, on ne sait pas. Non, tant qu'on ne pouvait savoir que si c'était œstrogène positif, négatif, progestérone positif, négatif, etc. Ok, mais maintenant on commence à connaître et peut-être qu'on va voir que ce sont des secondes, ce qu'on appelle dans notre jargon secondary tumeurs, d'autres primitifs. Mais ça, si on ne garde pas les tumeurs, on ne le saura pas. Donc aussi une raison additionnelle pour pouvoir garder les spécimens. Monsieur Avec. Oui. Vous avez cité à un moment donné le cancer du sein et de l'ovaire en même temps. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Mais dans les fameuses familles qui sont porteuses du gène BRCA, oui. Autrement, non. Mais dans ces familles-là, oui. Oui. L'information que vous nous donniez sur la politique qui voudrait qu'on détruise après 10 ans, comme on peut détruire les extraits de banque, les données accumulées, quelles sont les motivations des promoteurs de cette réglementation et quelle est l'argumentation contraire que vous inciteriez à diffuser, puisque tout le lobbying, ça sert à ça. Mais c'est la vie privée. Ce sont les juristes en charge de la vie privée et je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, les bases de données. Il y a des bases de données, comme vous dites, pour les banques, mais les bases de données médicales doivent faire l'objet d'une analyse plus approfondie. Enfin, ces données sont stockées et sont anonymisées. Pourquoi je ne vois pas où est le biais par lequel... Pseudo-anonymisé, là c'est une discussion sémantique. Si on veut pouvoir retourner à la tumeur de Madame X, il s'agit de commencer à comprendre où est la tumeur de Madame X. Donc c'est pas j'ai une tumeur, mais je ne sais pas à qui elle appartient. Et si Madame X récidive dans 20 ans, il faut pouvoir... Donc c'est pseudo-anonymisé. Oui. La chimiothérapie, est-ce qu'elle n'est pas en train d'arriver à sa fin, qu'elle ne pas remplacée par d'autres techniques Probablement, parce que je ne l'ai peut-être pas suffisamment expliqué, la chimiothérapie initiale, c'était une chimiothérapie qui était des cytotoxiques qui essayaient de tuer la dernière cellule. Et maintenant, on est plus vers une modulation de mettre la cellule au repos presque et de devenir une maladie chronique avec laquelle on va vivre pendant 10 ou 15 ans, mais sans nécessairement vouloir faire tous les dégâts liés au fait de donner des cytotoxiques agressifs. Donc oui, il y a une modification que vous avez vue avec le Glivec oui. Et des combinaisons de différents médicaments. On revient aux combinaisons. Dans le cadre des cancers, les fameux 5% de cancers du sein qui sont génétiques, pourquoi ne suggère-t-on pas de faire plus d'analyses génétiques? Ceux-là sont héréditaires. Ils sont génétiques, mais en plus ils sont héréditaires. Parce qu'ils ne sont pas trop suggérés. Mais il y a des consultations de maladies génétiques qui existent et je dirais que c'est les malades de la famille qui voient ce qui se passe. Quand un médecin voit une femme avec un cancer du sein, il va lui demander s'il y a une mère, une soeur, une tante, une grande-tante qui a déjà été atteinte et dans ces circonstances-là, discuter avec lui parce qu'il faut savoir quelle est l'implication. Ça a des implications énormes, il y a des conseils génétiques énormes. Est-ce qu'on le dit au conjoint? Est-ce qu'on fait des enfants parce qu'on sait qu'on risque de transmettre le gène, etc., etc. Donc tout ça est fait dans des cadres de conseils génétiques bien organisés. On ne se lance pas à dire je vais regarder si je suis BRCA comme ça. Il faut avoir des consultations avec des psychologues bien avant pour être sûr d'assumer la réponse. Oui, une curiosité. Dans le cas de la molécule que vous avez donnée dans l'article pour le sarcome gastro-intestinal, est-ce que c'était une molécule déjà commercialisée et qu'est-ce qu'ils ont fait comme politique de prix après la découverte de l'application que vous avez? Non, c'est une molécule qui a été développée pour une autre forme de leucémie et où des chercheurs avaient montré que le mécanisme d'action pour ce type de leucémie était le même que ce qu'ils avaient identifié dans la cellule GIST.
Donc ça n'était pas commercialisé évidemment. Et ils ont fait une politique où c'est pas un médicament bon marché. C'est pas un médicament. Mais ça n'est pas les 100 000 $ de l'ipilimumab. Mais on doit s'attendre à avoir de plus en plus de molécules pour lesquelles le prix est de 30 000 € par patient par an. Ça oui, et là il y en a beaucoup. C'est 30 000 € par patient par an. Monsieur, vous avez demandé. Vous avez parlé du budget de votre organisation. D'où vient le budget? Nous avons une fondation qui est l'IORTC Charitable Trust, dont la princesse Astrid est la présidente d'honneur, et qui va collecter son argent aux différentes ligues nationales contre le cancer, parce que nous ne faisons pas de fundraising national là où les ligues nationales le font. Donc elle nous donne un support structurel qui nous permet d'avoir un minimal vital pour faire cette recherche indépendante. Nous avons un soutien du National Cancer Institute américain pour des études jointes de coopération avec transatlantique sur des tumeurs très rares. Nous avons des subventions de la Commission européenne, pas en support structurel, mais nous appliquons au programme cadre dans différents programmes, et comme toutes les universités, on a ou on n'a pas. Nous avons une petite subvention de la loterie nationale pour une partie des loyers. Nous avons une autre fondation belge qui nous aide également avec des héritages de patients. Et l'industrie pharmaceutique qui doit payer les coûts pour quand on fait deux sortes d'études, si vous voulez, des études de radiothérapie strictement indépendantes où l'industrie ne va jamais payer. C'est à ça que c'est l'argent du mécénat, de la charité, de Cancer League, etc. Et les études qui sont en collaboration ou en partenariat avec l'industrie pharmaceutique, les coûts doivent être payés par l'industrie pharmaceutique selon nos règles d'indépendance, de base de données, de statisticiens chez nous, etc. Et ça, donc, ça fait l'ensemble. Merci Madame de Guy. Je vous invite au verre de la